Le MMA est censé être le sport le plus pur. Deux combattants, une cage et une vérité qui se révèle à coups de poing, de sueur et de sang. Mais que se passe-t-il quand ce n'est plus la cage qui décide, mais trois personnes assises à côté, parfois même de dos. Des juges qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit jamais, mais qui peuvent ruiner une carrière en 10 secondes. Et si en réalité, les juges UFC étaient bien plus qu'incompétents? Et si, volontairement ou non, ils truquaient le sport? Cette vidéo ne cherche pas à créer une théorie du complot, elle cherche à comprendre pourquoi. En 2025, un combat de MMA à l'UFC peut être encore décidé par des critères flous, des juges opaques et une logique que personne ne comprend. Bienvenue sur Art et Violence, la chaîne qui décortique le MMA avec passion, rigueur et honnêteté. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des plus gros angles morts du sport, l'arbitrage. Car le problème n'est pas juste dans une mauvaise décision, il est dans la structure même du sport. On oublie souvent qu'un mauvais jugement détruit pas seulement une fiche de combat, il peut briser une carrière, ralentir une ascension, retarder un title shot. Ou pire, démoraliser un combattant qui n'a plus confiance dans le système. La crédibilité de l'UFC repose sur la certitude que la cage est un lieu de vérité. Si cette certitude est ébranlée, c'est tout le sport qui vacille. Et c'est justement pour cela qu'on doit s'interroger. Pas seulement sur ce que font les juges, mais sur ce qu'ils représentent. Dans l'imaginaire collectif, le sport est un sanctuaire de mérite. Le meilleur gagne, le travail paye. Mais en MMA, cette logique est souvent mise à mal. À la différence d'un 100 mètres où le chronomètre parle, d'un but validé ou non par la VAR, ici tout repose sur une appréciation subjective. Trois juges, placés à différents angles de la cage, notent ce qu'ils voient, ou croient voir. On pourrait croire qu'ils appliquent une grille claire, précise, standardisée. Mais ce n'est pas le cas, la réalité est bien plus instable. Les critères de jugement officiels incluent les dommages effectifs, l'agressivité, le contrôle de l'art de combat. Mais comment quantifier un dommage? Faut-il valoriser un takedown qui ne mène à rien, un jab propre ou un overhead qui fait reculer? Rien de tout cela n'est objectivé. Résultat, deux juges peuvent avoir deux lectures diamétralement opposées d'un même round, sans que cela ne choque juridiquement la commission. Cette faille structurelle crée une illusion de justice, et le public, les combattants, les entraîneurs sont piégés dans une roulette russe décisionnelle. Plus grave encore, cette imprévisibilité n'est pas toujours due à une incompétence accidentelle. Parfois, elle sert des intérêts plus grands, car quand l'incertitude devient la norme, elle peut être exploitée. En créant le flou, on rend les erreurs acceptables, et dans certains cas, presque invisibles. Le sport devient alors un théâtre, un jeu d'ombre où celui qui manipule le rideau reste toujours hors champ. Le système 10 points must, hérité de la boxe anglaise, est la base de l'évaluation d'un round en MMA. Le vainqueur d'un round obtient 10 points, l'autre 9 ou moins. Simple en théorie, mais le MMA est un sport multidimensionnel. Striking, clinch, lutte, sol, transition, dommage, contrôle, volume. Et un système aussi binaire n'a jamais été pensé pour capturer cette complexité. Prenons deux rounds typiques. Dans le premier, un combattant touche avec plus de volume, mais inflige peu de dégâts réels. Dans le second, il ne touche qu'une fois, et provoque un knockdown. Lequel des deux mérite le 19? Pire, si un round est très serré, et un autre largement dominé, le système ne fait pas la différence, sauf si le juge accepte de mettre un 18, ce qu'ils font aujourd'hui très rarement. Et c'est ici que le bas blesse, les juges n'ont pas d'outils objectifs, ni technologiques, ni analytiques pour clarifier leur lecture. Pas de stats officielles intégrées, pas de ralenti, pas de validation croisée. Ils sont seuls, avec leur ressenti, leur angle de vision, et parfois leur biais inconscient. Certains combats pourraient être revus à la vidéo, à froid, avec l'aide des données de frappe, du temps de contrôle et des transitions. Mais ce n'est pas le cas. Le jugement reste figé, et les erreurs deviennent irréversibles. Ce système archaïque ne permet aucune autocorrection. Il est figé dans une logique du XXe siècle, incapable de s'adapter à la réalité d'un sport moderne, complexe et en perpétuelle évolution. Et tant qu'il ne change pas, les décisions controversées continueront à se multiplier. Quand on parle de décisions injustes, certains combats reviennent comme des traumatismes collectifs chez les fans de MMA. Le plus marquant récemment, Sean O'Malley vs Petr Yan. La majorité des analystes, journalistes et fans avaient vu Yan gagner, en infligeant plus de dommages en contrôlant en prenant l'octogone. Et pourtant, 2 juges sur 3 ont donné le combat à O'Malley. Autre exemple criant, Paddy Pimblett vs Jared Gordon. Là encore, tous les sites de scoring médiatique donnaient Gordon vainqueur, le public était unanime, mais les juges ont vu autre chose, ou ont voulu voir autre chose. On pourrait croire que ce sont des cas isolés, mais la liste est longue. John Jones vs Reyes, où Reyes boxe et domine les 3 premiers rounds, Ankalaev vs Jan Blachowicz, déclaré draw alors qu'Ankalaev domine les derniers rounds, et récemment encore, Volkov vs Gane, où même les commentateurs sont restés bouche bée. A chaque fois, c'est le même schéma. Incompréhension générale, indignation sur les réseaux et un silence glacial des instances responsables. Mais au-delà des cas spécifiques, c'est la fréquence qui interroge. À quel moment cesse-t-on de parler d'accident pour parler d'un symptôme? Quand les décisions absurdes deviennent régulières, c'est tout le système qui est mis en cause. Et plus important encore, ces décisions sont rarement corrigées. Aucun recours, aucun audit, aucun mécanisme de contestation officiel n'est mis en œuvre. Le verdict est final,
même lorsqu'ils semblent grotesques. Il faut aussi noter l'impact psychologique de ces décisions sur les combattants. Un vol peut briser la confiance d'un athlète, remettre en question des années d'efforts, voire précipiter un départ de l'organisation. Le public, lui, devient cynique. Il n'analyse plus le combat mais tente d'anticiper ce que les juges vont faire. Le sport perd alors sa lisibilité, et une fois la confiance brisée, elle ne revient que difficilement. Ces erreurs ne sont pas seulement des anomalies, elles sont les symptômes visibles d'un système qui ne fonctionne plus. Et tant que l'UFC et les commissions ne prendront pas ces cas comme des signaux d'alarme, on continuera à avoir des combats se jouer ailleurs que dans la cage. La question la plus troublante est peut-être aussi la plus simple. Qui sont les juges de l'UFC? Qui sont ces personnes qui en quelques secondes peuvent décider du destin d'un combat? De sa prime, de son classement et de sa carrière. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces juges ne sont pas nommés par l'UFC. Ils sont désignés par les commissions athlétiques d'État comme le Nevada State Athletic ou la California State Athletic. Et ce détail a son importance. La majorité de ces juges ne sont pas d'anciens combattants. Ils ne viennent même pas forcément du MMA, certains ont une formation en boxe anglaise, d'autres n'ont aucune expérience professionnelle dans les sports de combat. Beaucoup sont d'anciens policiers, agents administratifs ou simples passionnés formés sur le tas. Et cela se ressent dans leur manière de scorer, dans leur incapacité à reconnaître certaines positions au sol, à interpréter la dynamique d'un combat complexe. Joe Rogan l'a dit à plusieurs reprises, certains juges ne savent tout simplement pas ce qu'ils regardent. Ils confondent contrôle et domination, striking et pression, défense active et passivité. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est un manque de compréhension profonde du MMA moderne. Et comme ils ne se sont pas tenus de s'expliquer, ils peuvent continuer à juger des combats de haut niveau avec un œil amateur. Le plus inquiétant, c'est l'opacité. Il n'y a pas de critères transparents de nomination, ni de processus clair d'évaluation des performances. Un juge peut accumuler les décisions controversées, sans jamais être sanctionné, ni même recadré. Pire, certains noms réapparaissent systématiquement sur les cartes les plus litigieuses. Cela pose une question de responsabilité, mais aussi de confiance. Peut-on accepter qu'un sport aussi exigeant repose sur des jugements aussi aléatoires? Ce problème de compétence n'est pas qu'une question technique, il est au cœur de la légitimité du MMA comme sport professionnel. Tant que les juges ne seront pas choisis pour leur expertise réelle du MMA, et formés en conséquence, le doute continuera de planer. Et ce doute est un poison lent qui mine la crédibilité du sport à long terme. Officiellement, l'UFC n'a aucun pouvoir sur les juges. Elle ne les nomme pas, ne les paye pas, ne les contrôle pas. Mais dans les faits, son influence est bien plus subtile. Elle choisit les lieux des combats, donc les commissions. Elle collabore étroitement avec certaines juridictions, et surtout, elle ne conteste jamais publiquement les décisions controversées, quand elles vont dans le sens de son storytelling. Prenons un exemple frappant, Sean O'Malley, le Golden Boy de la nouvelle génération, stylé, populaire, viral. Quand il gagne contre Petroyan dans une décision très controversée, l'UFC ne réagit pas, au contraire, elle capitalise, main event suivant, title shot, mise en avant massive. Le business continue car une défaite aurait ralenti la dynamique, brisé la narration, et ça, l'UFC ne peut pas se le permettre. Même chose avec Paddy Pimblett, autre phénomène médiatique, autre décision controversée, mais dans les coulisses, les profits grimpent, plus de visibilité, plus de ventes, plus de vues. Alors pourquoi remettre en question un système qui, par accident, ou par complaisance, sert l'économie de la promotion? Il ne s'agit pas ici d'accuser l'UFC de triche directe, mais de pointer un alignement d'intérêts. Quand un système permet des décisions douteuses et que ces décisions profitent aux profils les plus vendeurs, il n'y a plus besoin de conspiration. L'inaction suffit, le silence devient complice et le business prime sur la vérité sportive. Ce biais structurel a un coût. Pour les combattants moins médiatisés, chaque combat devient un risque. Non seulement il faut battre son adversaire, mais aussi convaincre les juges, dans un système qui n'est pas toujours neutre, et ça, c'est une pression invisible mais destructrice. Elle renforce l'inégalité, elle discrédite la compétition, et elle finit à terme par éloigner les vrais fans du sport. La question n'est donc pas, l'UFC truque-t-il les combats, mais plutôt, l'UFC a-t-il intérêt à ce que les systèmes ne changent pas? Et la réponse aujourd'hui semble tristement évidente. S'il y a un endroit où l'UFC contrôle tout, c'est le matchmaking. Qui affronte qui, à quel moment, sur quelle carte, dans quelles conditions. Ce pouvoir absolu façonne les carrières. Il crée des trajectoires, des récits, des zéros et des chutes. Et parfois, il remplace le mérite sportif par la logique du marketing. Un combattant dangereux mais discret sera testé, plus durement. Un espoir populaire sera protégé jusqu'à maturité. On parle ici d'ingénierie narrative. Le matchmaking n'est pas une science du sport, c'est une science du business. Et il est redoutablement efficace pour construire des stars. Mais il biaise profondément l'équité compétitive. Quand un combattant est exposé à des profils volontairement choisis pour ses forces, il peut progresser sans vraiment affronter l'adversité. Et quand il tombe enfin sur un vrai défi, il y a toujours les juges pour amortir l'impact d'une défaite. C'est un système de filet de sécurité, un filet invisible, mais bien réel. Ce pouvoir d'organisation est rarement remis en question, car il fait partie intégrante du spectacle. Mais il permet à l'UFC de réguler la hiérarchie, non pas seulement les performances, mais selon les profits attendus. Et cette réalité crée un climat de suspicion permanent. La logique du divertissement prend alors le pas sur celle du sport. On ne construit plus une carrière à partir des résultats, mais à partir du buzz. Et ce glissement, s'il n'est pas encadré, peut transformer le MMA en un produit scénarisé à la WWE.
Le danger est réel, et il commence par le silence sur le pouvoir réel du matchmaking. La question de la corruption revient souvent dans les discussions entre fans. Est-ce que certains combats sont truqués? Est-ce que des juges sont achetés? Des entraîneurs complices? Des parieurs infiltrés? En 2022, l'affaire James Krause a éclaté comme un scandale. Ancien combattant devenu coach et parieur, il est soupçonné d'avoir profité de ses informations internes pour manipuler les résultats de combat. Plusieurs enquêtes sont en cours, mais même cette affaire pourtant massive n'a pas déclenché de réforme majeure. Parce que le vrai danger ne vient pas de la corruption directe, mais de l'incompétence structurelle. D'un système tellement flou, tellement opaque, qu'il permettrait à la corruption d'exister sans jamais être détectée. Quand les décisions les plus absurdes sont acceptées sans contestation, il devient impossible de distinguer la malveillance de la simple erreur. Et c'est bien cela le cœur du problème. L'absence totale de mécanismes de responsabilité. Un juge peut ruiner des dizaines de carrières sans jamais devoir s'expliquer. Il n'existe aucune conférence post-combat pour justifier les décisions, aucune évaluation publique, aucune transparence. Le MMA, sport jeune, a grandi plus vite que ses structures. Et aujourd'hui, les zones d'ombre de son arbitrage sont devenues trop nombreuses pour être ignorées. Il ne suffit plus de dire « c'est comme ça », il faut construire un vrai modèle d'arbitrage professionnel, transparent, responsable. Sinon le doute continuera à ronger la crédibilité du sport. La bonne nouvelle, c'est que les solutions existent. La mauvaise, c'est qu'elles ne sont pas appliquées, par manque de volonté, de pression médiatique ou d'intérêt économique. Et pourtant, elles sont connues de tous les observateurs sérieux. Premièrement, former les juges, pas avec un PowerPoint ou une démonstration en salle, mais avec une immersion réelle dans les réalités du MMA moderne. Stage pratique, simulation, formation continue, analyse vidéo. Deuxièmement, intégrer la technologie. L'analyse vidéo entre les rounds, les statistiques officielles accessibles en direct, la possibilité de revoir une action litigieuse sur écran. Tout cela existe dans d'autres sports, pourquoi pas en MMA. Troisièmement, instaurer une vraie transparence. Que les juges puissent s'expliquer après les combats, qu'ils soient évalués publiquement, qu'ils puissent être suspendus ou réaffectés en cas d'erreur répétée. Quatrièmement, mettre en place une instance d'appel. Permettre aux combattants de contester une décision aberrante, créer un système de recours indépendant basé sur des critères objectifs, bref, construire une vraie justice sportive. Tout cela est faisable, rien de cela n'est utopique, il faut juste une volonté politique, et une pression des fans, des combattants, des médias. Tant que tout le monde se tait, rien ne changera. En conclusion, le MMA est un sport brutal, exigeant, magnifique. Mais il ne peut continuer à exister si ceux qui le jugent ne sont ni compétents, ni responsables, ni transparents. Chaque décision douteuse érode la confiance du public. Chaque injustice non corrigée affaiblit la légitimité du sport. Et chaque silence de l'UFC face à ces abus devient une forme d'acceptation. Ce n'est pas une question de drame ponctuel, c'est une question de survie à long terme. Si on veut que ce sport continue à grandir, à inspirer, à exister, il faut qu'il soit juste, ou au moins qu'il essaye de l'être. Car sans vérité dans la cage, il ne reste qu'une simulacre. Un spectacle qui prétend être du sport, mais qui oublie l'essentiel, le respect des combattants, et celui du public. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, fait réfléchir ou simplement intéressé, pensez à liker, commenter et vous abonner à la chaîne Art et Violence, ça m'aide énormément. Ici, on analyse, on questionne, on creuse là où d'autres se contentent de la surface. Et ce n'est que le début. Et vous, qu'est-ce que vous changeriez dans le système de jugement du MMA? Est-ce qu'on peut faire confiance à ce sport pour nous raconter la vérité? Dites-le en commentaire, et surtout, restez curieux, restez critiques. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage sur Art et Violence.